Face à la répression croissante des récents mouvements sociaux, la question de la violence ressurgit au cœur des débats politiques et médiatiques. Violence légitime de l'État, violence institutionnelle, violence policière ou encore violence des casseurs ou des Black Blocs, on assiste à une véritable guerre des mots. C'est alors que la question de la violence amène avec elle la problématique de la légitimité. Quels sont alors les moyens de communication qui offrent des possibilités de contre-pouvoir efficaces? Pourquoi la question des violences est-elle devenue obsessionnelle? Et quels sont les enjeux qu'elle recouvre réellement? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau une figure des Gilets jaunes chargée de la communication au sein de l'association Démocratie ouverte. Priscilla Ludowski, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu sur notre plateau. Alors tout d'abord, on voulait savoir, est-ce que vous avez participé au mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites et si oui, de quelle manière? Oui, j'y ai participé. J'y ai participé à la fois en publiant des tribunes dans les journaux et puis à la fois dans la rue lors des manifestations à Paris. Comment vous analysez ce mouvement avec votre regard et votre expérience notamment des Gilets jaunes? La forme traditionnelle est revenue un petit peu sur le devant de la scène avec des mobilisations, des grèves tout d'abord, puis ensuite des manifestations dans la rue. Ensuite, il y a quand même eu des similitudes où des syndicats qui se détachaient de la direction ont décidé de manifester ailleurs que dans les trajets habituels. Et puis voilà, c'est une combinaison de plusieurs choses, grève, manifestation, action de désobéissance civile, et puis beaucoup de prises de parole dans les médias. Est-ce que vous voyez une continuité entre les deux mouvements? Est-ce qu'il y a un fil qui les relie? Je dirais plutôt que depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a une sorte de vigie citoyenne qui plane à peu près tout le temps et où en fait on a les rangs entre guillemets qui se grossissent parce que les gens qui s'étaient mobilisés dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes sont encore frustrés de ne pas avoir eu de vraies réponses politiques. C'est un écho aussi au niveau de l'autre côté, je dirais, sur la manière de gérer les manifestations sur le terrain par les forces de l'ordre. Donc avec beaucoup de répression, avec beaucoup de prises de parole publiques pour attaquer frontalement les organisations, comme on a vu récemment avec la LDH ou avec Amnesty International. Est-ce que les rencontres physiques, notamment sur les ronds-points, et les blocages ont fait la force du mouvement des Gilets jaunes en comparaison avec les outils de communication numérique? Effectivement, les ronds-points, ça a été plusieurs choses. Ça a été un lieu où des personnes qui étaient habituellement invisibilisées ont pu se montrer. Ça a permis d'être un relais extrêmement rapide de l'information, notamment en ce qui concernait les points de rendez-vous d'action ou de manifestation. Alors après, il y a eu des disputes sur les ronds-points lorsqu'il y avait eu notamment des opérations de ralentissement, parce que ça ne plaît pas forcément, tout ce qui est blocage et ralentissement, ça ne plaît pas, mais lorsque les gens étaient strictement sur le rond-point, il y avait beaucoup de solidarité. Les gens sortaient souvent des centres commerciaux pour donner à manger aux gens qui restaient sur les ronds-points et qui se relayaient dans la journée. Donc les ronds-points, c'est vraiment le lieu qui est inhabituel, ce qu'on y faisait qui était inhabituel. Et le deuxième espace qui était investi, c'était effectivement l'espace numérique. Donc là aussi, il y a eu une forte organisation, ce qui a permis d'effacer les barrières en fait, sociales entre les gens et d'effacer le partisanisme. On parle des réseaux sociaux. Si on revient au début du mouvement des Gilets jaunes, tout part d'une pétition que vous avez lancée et qui a tout d'un coup explosé, reçu plus d'1 million de signatures, etc. Comment vous expliquez le succès de cette pétition? Est-ce qu'il y a une leçon de communication à recevoir? Ce que je disais dans cette pétition, c'était que les mesures écologiques ne sont pas justement articulées. Elles ont un caractère social injuste qui fait que même si les gens étaient soucieux de préserver l'environnement ou de lutter contre le dérèglement climatique, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire parce que les mesures mises en place étaient injustes. Donc ça a permis une connexion rapide avec les ONG qui, en fait, je pense, dans leur communication, s'adressaient aux gens de manière culpabilisante. Et c'est tout le discours de leur plaidoyer était fait comme ça. Donc je pense qu'en matière de communication, c'était important d'être plus pédagogue, de vulgariser les contenus, parce que voilà, les contenus sont souvent très techniques. On peut parler aussi des médias. La communication faite des médias, elle n'était pas forcément très pédagogique non plus, très accessible et pas très transparente. La pétition, c'est un canal qui est effectivement très utilisé, qui fonctionne pas mal à l'échelle très locale, là où c'est beaucoup plus difficile à faire émerger à l'échelle nationale. Et je pense que ça a été aussi une question de timing. On arrivait à un moment donné où en fait, l'accumulation des taxes, la hausse des taxes s'accumulait et en fait, moi je ne comprenais pas pourquoi, donc j'ai créé cette pétition pour poser cette question-là et pour questionner la cohérence. Et je pense que les gens en fait, se sont peut-être reconnus dans le discours qui en fait disait « Ok, nous on est soucieux de ça, mais en fait on ne veut pas être les derniers sur qui on tape alors qu'on n'est pas les seuls responsables de la situation. » Alors on continue sur les réseaux sociaux. Pour avoir beaucoup suivi le mouvement des Gilets jaunes à l'époque, donc sur le terrain et sur les réseaux,
j'ai beaucoup vu l'importance des réseaux sociaux dans le mouvement, dans la mobilisation, et j'ai aussi vu les dégâts causés sur certaines personnes par la désinformation, les fake news. Maintenant, avec l'arrivée des intelligences artificielles, on a aussi les deepfakes. Tout ça largement diffusé sur Facebook, Twitter et tous les réseaux. Comment on fait pour combattre ce fléau qui va toucher une partie de la population qui est mobilisée et qui, en intégrant certaines fake news, certaines désinformations, va ensuite ternir l'image potentiellement du mouvement, voire même le décrédibiliser auprès des médias et de la population? Est-ce que ça a été une problématique que vous avez essayé de saisir? L'information ou la mauvaise information, en tout cas, ça dépend d'où elle vient. C'est-à-dire que quand elle vient voilà, de 2-3 personnes qui diffusent, ça va encore, ça peut se maîtriser. C'est très problématique quand ça vient du gouvernement. Parce qu'il y avait des groupes très organisés qui soutenaient le président, qui, moi, m'attaquaient personnellement et inventaient tout un tas de choses sur ma vie personnelle. Donc ça, c'est plus compliqué parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens financiers pour pouvoir mettre en place de gros dispositifs. On appelle ça c'est du harcèlement et c'est du raid numérique, on appelle ça. Donc ce qui peut aider à contrer ça, c'est de communiquer régulièrement à ses membres, à ses abonnés, pardon, en faisant des communiqués. Et en les publiant sur les réseaux, en les publiant dans la pétition, en les diffusant et en les imprimant et les diffusant dans les ronds-points, en envoyant ces communiqués à un média qui permet de diffuser très largement les choses très rapidement. Donc on avait beaucoup de communication avec l'AFP. Vous avez parlé de campagnes de harcèlement de la part de comptes gouvernementaux, ou en tout cas affiliés au gouvernement. Donc on parle d'armées de trolls. Est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires à ça? Est-ce que vous savez d'où ça vient, qui l'a commandité? Non, mais c'est vraiment une question intéressante parce qu'il y avait à la fois ces raids numériques qu'on dénonçait et qu'en fait on disait voilà, on a beau les signaler, etc., ils reviennent à la charge parce qu'ils sont organisés. Donc on demandait qu'est-ce qui était fait pour ça. Et en fait, je pense qu'il y a des très très grosses lacunes à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de régulation. Il y a peut-être de la modération, mais pas suffisamment sanctionnée puisqu'il y a une très grande liberté concernant le harcèlement, le cyberharcèlement. Et il y avait aussi des sujets de censure. Et donc en fait, on peut se poser la question quand il y a un mouvement social qui émerge, vous avez des personnes qui sont très visibilisées dans ce mouvement et qui mobilisent des gens qui sont hyper censurés sur les réseaux. Moi, j'ai été très souvent censuré. La plus grosse censure que j'ai eue, c'est 48 jours de censure sur Facebook. On se pose la question de l'indépendance de ces organisations-là vis-à-vis des gouvernements. Et c'est un problème, mais c'est un problème même pas forcément que dans le cas du mouvement des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de femmes qui sont harcelées sur les réseaux, et notamment sur Twitter, où c'est un vrai gros problème sur Twitter. Dès qu'il s'agit de traiter un mouvement social, la question de la violence des manifestants est omniprésente dans les médias. Est-ce qu'on peut parler d'une réappropriation ou d'une dépolitisation de la question des violences par les médias dits mainstream ou médias de masse? Il y a eu un phénomène intéressant à observer dans les 6 premiers mois du mouvement des Gilets jaunes. Des actes pas très glorieux de la part de certains manifestants qui mettaient dehors les journalistes lorsqu'ils venaient filmer dans les manifestations, mais notamment une chaîne en particulier, qui finalement revenait en manifestation, mais en fait cachait son micro. Moi, quand ils m'appelaient pour me demander pourquoi ça se faisait sur le terrain, et je leur ai expliqué que c'est parce qu'en fait, ils ne montrent que le négatif de la mobilisation et pas les assemblées citoyennes, les ateliers, toutes les communications qui sont faites autour du fond et des revendications, et qui s'attelaient à filmer pendant 15 heures la poubelle qui brûle, quoi. Et donc du coup, à partir de là, ça a été vraiment un tournant, parce que finalement, ça a poussé les médias à parler des violences policières. Chose qu'ils refusaient de faire jusqu'à un certain moment de l'année. Et du coup, on a vu émerger tout un tas de débats dans tous les médias où il y avait des policiers qui venaient témoigner sur leur manque de formation, sur leur fatigue, sur leurs heures supplémentaires. Et donc là, ça a fait émerger ce débat concrètement dans l'espace public. En tout cas, moi, je n'ai pas le souvenir qu'avant 2018, on ait autant parlé des violences policières dans les médias qu'en 2019 et en 2020. Est-ce que vous avez dû créer des techniques pour maintenir une sorte de cohésion dans la mobilisation, malgré ces tentatives de discrédit et de critique de la part des médias et des politiques? Alors, vous avez déjà parlé des attaques, des tentatives de déstabilisation par le gouvernement, en tout cas le monde politique, mais les médias aussi s'y sont donnés à cœur joie. Comment on fait après, quand il y a eu ça dans les médias, quand il y a eu une phrase, une insulte contre un mouvement de mobilisation, comment ensuite on fait pour contrer ça sur le terrain? J'ai une anecdote et après je vais essayer de
de revenir sur le reste. À un moment donné, on a l'ancien Premier ministre qui nous avait contactés pour une rencontre et qui avait refusé une de nos demandes plutôt, qui consistait à se rendre au rendez-vous avec un média pour pouvoir filmer en direct la rencontre. Donc ça avait été refusé. Et puis la deuxième chose qui a été demandée par le cabinet, c'était de nous faire entrer par une porte qui n'est pas la porte principale. Donc nous, ensuite, on a refusé pour ces deux raisons-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, le porte-parole du gouvernement, l'ancien porte-parole, a été en radio, donc avec une force de frappe plus forte évidemment que la nôtre, pour dire que personnellement, en citant mon nom et un autre nom, qu'on était contre le dialogue. Donc quand on entend le porte-parole du gouvernement qui va en radio dire ça, bon, les gens, quelle raison ils ont de mettre en doute cette information parce qu'on n'est vraiment pas allé à ce rendez-vous. Donc c'est très compliqué après d'aller sur le terrain et de dire en fait c'est pas vrai, voilà ce qui s'est passé, etc. Et c'est très embêtant parce que c'est beaucoup d'énergie là où en fait il a fallu juste une phrase de la part du porte-parole en radio. Est-ce que vous pensez que la violence de certains manifestants est un indicateur des dysfonctionnements démocratiques? Et dans ce cas, est-ce qu'une forme de radicalisation est inéluctable finalement? Je pense que oui, on est dans une phase où la démocratie elle est fragilisée par des pratiques qui en fait rendent plus palpable le malaise que les gens ont en général dans leur vie quotidienne ou dans leur vie professionnelle aussi. Donc du coup, tout ça démontre qu'il y a une défiance envers les corps intermédiaires, envers les institutions. Et donc ça crée chez certains de la frustration. Donc il y en a qui vont vous dire il faut le temps long, il faut construire des outils démocratiques, des espaces qui permettent de... Il y en a qui n'ont pas la patience de ça parce que le malaise et la précarité est immédiate, elle est vécue. Et ensuite, vous avez des gens qui montent d'un cran et qui disent en fait, moi, j'ai rien à perdre, j'en ai rien à faire, j'ai pas les moyens de subvenir à mes besoins, donc je vais faire comprendre que je suis à bout. Et soit ça mène à des suicides dans la police, soit ça mène à des gens violents dans la rue. Alors après, il y a toujours cette marge de personnes qui créent la violence et qui est content de créer la violence, mais il y en a d'autres qui sont devenus violents sur le tard. Moi, je connais des personnes qui sont de la génération de mes parents, qui chantaient au début et qui lançaient des pavés à la fin. Vous parlez de frustration, de colère qui peut subvenir quand on n'est pas écouté. Vous êtes beaucoup engagé dans des collectifs citoyens. Vous êtes formé politiquement auprès de l'organisation Investis, notamment. Vous êtes aujourd'hui à Démocratie Ouverte. Est-ce que c'est un moyen de canaliser cette colère et donc d'éviter une radicalisation, une violence? Je pense que ça peut contribuer à canaliser une colère, ouais. Ça n'empêche pas que le manque de résultats crée autre chose. Alors déjà, on se donne corps et âme dans la cause, donc du coup, on y perd la santé. Donc en fait, c'est une autre forme de violence personnelle. Donc il y a de la fatigue, il y a du burn-out aussi. On parle du burn-out militant, enfin, c'est comme au travail en fait. C'est certainement aussi un moyen peut-être de supporter en fait, le fait qu'il n'y ait pas de résultat politique. On se dit, mais en fait, j'ai quand même s'il n'y a pas de résultat, contribué à quelque chose, donc ça canalise peut-être une sorte de frustration. Mais moi, j'ai quand même tendance à me dire qu'on plante des graines et que les personnes qui suivent, en fait, elles feront aussi leur part et qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a des choses auxquelles on est censé contribuer, mais qu'on n'est pas censé voir fleurir. Voilà, je le prends un peu comme ça pour supporter la chose. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.